Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour cette dernière émission de la semaine. Voici les titres des JT. Lemberg va changer de visage. Un vaste projet de réaménagement de la place Theodor Heitzmann est sur les rails. Il sera assorti de la réhabilitation de l'ancienne cristallerie. L'appel d'offres pour les travaux vient d'être lancé. Le maire a fait visiter le site à la sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines et aux élus du territoire. La sous-préfète Dominique Laurent est ensuite partie à la rencontre des chefs d'entreprise de Montbronn. Elle a visité les locaux de Cristal de Paris et d'EGS, puis elle a assisté à une réunion pour échanger avec les acteurs économiques de la commune. Un marché des artisans et producteurs locaux à Cora-Sarreguemines. C'est une première édition qui se déroule aujourd'hui et demain sous chapiteau. Une vingtaine d'exposants sont présents. Toutes les infos pour les frontaliers, une vingtaine d'institutions franco-allemandes ont participé à Forbach à la deuxième édition du Forum de la MOSA, la maison ouverte des services pour l'Allemagne. L'occasion de s'informer sur toutes les thématiques transfrontalières. Et en deuxième partie d'émission, c'est la jeunesse qui s'exprime sur Mosaïque Cristal. C'est notre nouvelle émission mensuelle Parole de jeunes, animée par Marie Morgan. Et on commence cette émission à Lemberg, où un projet de grande envergure se prépare. Hier, le maire a reçu la sous-préfète et quelques élus du territoire pour leur présenter en détail le projet d'aménagement de la place Theodor Heitzmann et de réhabilitation de l'ancienne cristallerie. Vous vous demandez sûrement pourquoi ce projet et à quoi ressemblera le nouveau visage de Lemberg. Réponse avec Emilia Zil. Ça y est, l'appel d'offres pour les travaux a été lancé lundi dernier. Le projet est donc bel et bien sur les rails. Redynamiser le centre-ville, c'est l'objectif au cœur du projet de la place Theodor Heitzmann. Aujourd'hui, on se retrouve avec une friche au milieu du village. Notre ambition politique au sein des élus était vraiment de pouvoir réhabiliter, donner un sens à ce vécu et de pouvoir bénéficier par la suite de continuer à développer notre village. L'aménagement de la place s'articulera en 3 tranches. La destruction de certains bâtiments correspond à la première, avec un budget de 2 millions d'euros. Pour la deuxième est notamment prévu un agrandissement du cimetière. Par la suite, sur cette deuxième tranche, également prévu un emplacement pour les camping-cars et un petit city pour les jeunes et de l'activité sportive pour la jeunesse du village, avec des endroits où on pourra finalement se reposer et de garder cet esprit, ce côté nature. On ne veut pas que du béton de macadam, etc. On veut garder cet esprit nature, on retrouvera tout ce charme qu'on peut retrouver dans le Pays Beach. La troisième tranche consiste en la création d'un pôle enfance et d'une boulangerie. Les élus et la représentante de l'État ont pu assister à une présentation du plan de développement et d'une visite guidée du futur chantier. Berger, qui restera berger, où les gens pourront se promener. D'accord. Donc ça c'est un Allemand qui nous rendra une partie de cet espace. En soutenant ce plan qui selon elle s'inscrit dans la transition écologique, la sous-préfète prend le relais de son prédécesseur. Dans le cadre du plan de relance, l'État a mis en place un fonds friche destiné à financer les surcoûts d'utilisation des friches sur le territoire. Et là, quand vous voyez le fond, que l'on sait qu'on est dans le centre-bourg de Lemberg, on se dit qu'il était important de pouvoir valoriser ces espaces, les transformer en fonction de l'évolution des mœurs de l'entreprise. Le maire de Lemberg souhaite que ce projet soit rapidement mis en œuvre avec une livraison de la première tranche prévue pour l'été 2023 et de la dernière tranche pour 2025. Les travaux devraient débuter en novembre prochain. Une visite consacrée aux entreprises s'est déroulée hier soir à Montbronn. La sous-préfète de l'arrondissement, Dominique Laurent, a rencontré les gérants de 2 sociétés installées dans la commune, Cristal Paris et EGS. Après la découverte des locaux, elle s'est dirigée à la salle polyvalente pour assister à une réunion qui rassemblait chefs d'entreprise et acteurs économiques du village. Reportage de Thibaut Desmerlet. C'est une plongée dans le milieu de l'entreprise pour la sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines. Dominique Laurent a visité les installations de la société Cristal de Paris. Elle crée des objets de luxe en cristal. 15 employés y travaillent. L'entreprise se porte bien avec plus de 2 millions de chiffres d'affaires et exporte dans 50 pays. C'est toujours un honneur de voir l'État s'intéresser à des petits artisans comme nous, quoi. Donc c'est un grand plaisir. On a commencé à parler un peu des problématiques, surtout aujourd'hui, enfin dans ces moments de tension et de crise, surtout d'énergie. Et peut-être aussi des entraves sur le commerce.
L'étape suivante était la découverte des locaux et des équipements d'EGS. La représentante de l'État a rencontré le gérant Marc Ichtertz, une entreprise de transformation de métaux qui emploie actuellement 20 personnes. La société se porte aussi bien avec plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. On entend souvent parler de la France qui va mal, mais c'est quand même aussi plaisant de voir qu'il y a de la France qui va bien, qui va investir, qui cherche à recruter. Donc c'est quelque chose de très encourageant, j'allais dire, et très stimulant. La sous-préfète a ensuite assisté à une réunion rassemblant les acteurs économiques et les entreprises de la commune de Montbronne. L'occasion de se rencontrer et d'échanger. Dominique Laurent a été présente pour faire remonter les différentes demandes et rapporter les nouvelles au niveau national. Elle a notamment évoqué le plan investissement France 2030. Il vise à transformer les secteurs clés de l'économie par l'innovation technologique. 54 milliards d'euros seront investis. Des producteurs locaux sur le parking d'une grande surface. En plus du marché bi-hebdomadaire de Sarreguemines, depuis ce matin, vous pouvez aller à la rencontre des artisans et producteurs locaux sous le chapiteau du magasin Cora en zone commerciale de Neunkirch. Pour cette première édition, une vingtaine d'exposants sont sur place. Marie-Morgane Pires est allée à leur rencontre tôt ce matin. 9h ce vendredi matin, le Cora de Sarreguemines a déjà ouvert ses portes. Juste à côté, sous son chapiteau, c'est le marché qui accueille ses premiers visiteurs. Un événement inédit pour la grande surface. Elle a décidé de proposer aux artisans et aux producteurs de la région de venir installer un stand ici pendant 2 jours. Une vingtaine d'exposants a répondu présent. Dans ce marché, on retrouve des produits frais, mais aussi des décorations faites main. Une idée à l'initiative du manager boucherie pour mettre en avant les producteurs du territoire. On s'engage vraiment dans le référencement des producteurs locaux et notre souhait, plus que tout, c'est d'arriver à référencer le maximum de producteurs locaux afin de permettre à nos clients de retrouver les produits des producteurs locaux dans notre magasin. Au niveau national, 500 fournisseurs locaux sont actuellement référencés dans les magasins. Avec cet événement, Cora Sarreguemines espère pouvoir par la suite proposer davantage de produits du territoire à ses clients. Du côté des producteurs, c'est l'occasion de se faire connaître à un public plus large. Ce marché est ouvert jusqu'à samedi de 9h à 17h. Une vingtaine d'institutions franco-allemandes étaient présentes hier au centre des congrès du Burghof à Forbach pour la 2e édition du Forum de la MOSA, la maison ouverte des services pour l'Allemagne. Les frontaliers ont pu s'informer auprès des différents intervenants concernant les questions liées au droit du travail, à la fiscalité, à la formation professionnelle ou encore aux retraites. Reportage de Grégory Sebac. Après une première édition en 2019, un forum transfrontalier s'est tenu aujourd'hui au centre des congrès du Burghof à Forbach. La maison ouverte des services pour l'Allemagne, qui a organisé l'événement, souhaitait permettre au public de rencontrer sur un même lieu de nombreux organismes et institutions franco-allemandes. Travailleurs frontaliers et retraités ont pu s'informer, mais également des personnes désirant travailler ou se former à l'étranger. Et les choses compliquées, elles sont premièrement issues de la barrière de la langue, puisqu'il faut se dire que quand on approche une administration allemande, la langue parlée sera l'allemand. Donc il est vrai que si nous sommes français et qu'il n'y a pas une maîtrise de la langue allemande, on peut être vite confronté à cette problématique-là. Après, il y a la deuxième chose que l'on constate, c'est que quand on souhaite aller travailler dans le pays voisin, il y a un certain nombre de démarches administratives à effectuer. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément au courant de tout. Et c'est là où la MOSA intervient, c'est que nous sommes là pour donner toutes ces informations aux personnes qui désirent franchir la frontière. Une vingtaine de stands et de nombreux spécialistes étaient présents pour aborder l'ensemble des problématiques liées aux travailleurs frontaliers, tant sur le plan du droit du travail, du droit social, de la fiscalité, que de la formation professionnelle ou des retraites. Parmi ces organismes, l'association des frontaliers Grand Est. Ça nous permet d'avoir un peu de visibilité, également surtout de proximité, de rencontrer les usagers dans la vie réelle parce qu'on passe beaucoup par mail et que de ce fait-là, ça fait du bien aussi de les voir et d'être un peu plus accessible. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de questions en ce moment sur les allocations familiales, sur la retraite, la retraite pour carrière longue également. Nous avons aussi beaucoup de questions sur la rupture conventionnelle et le droit au chômage, parce qu'il y a une exception en Allemagne qui peut permettre d'avoir du chômage après un certain type de rupture conventionnelle. Mais c'est
vrai que ça se concentre beaucoup sur la sécurité sociale en ce moment. Se renseigner, mais aussi débloquer des situations en trouvant des solutions concrètes. Nejma a fait le déplacement depuis Beach en espérant faire avancer son dossier avec l'AOK, la caisse d'assurance maladie allemande. J'ai un dossier en cours et je suis venue régler mon problème. Donc ça fait 2 mois qu'ils ne m'ont pas payé, juillet, août, et là je suis venue voir qui m'aide pour régler ce problème-là. Parce que par téléphone, ça ne marche pas. Ils m'envoient chaque fois promener et j'arrive pas à prendre rendez-vous, ils ne veulent pas. Donc c'est un gros problème. Alors je me suis déplacée aujourd'hui pour régler mon problème sur place et j'espère qu'il va être réglé. Pour lui venir en aide, Nejma a fait appel à un autre organisme présent sur le forum, le Comité de défense des travailleurs frontaliers de Moselle, basé à Sarreguemines, qui œuvre depuis 45 ans contre les discriminations et les injustices auxquelles sont confrontés certains travailleurs frontaliers. Tout à fait, oui, ça, on en profite quand on a des dossiers où on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il faut mettre dans les dossiers. On va voir les différents organismes et on voit directement la personne et la personne peut nous répondre à la question et c'est plus simple que par téléphone parfois. On est l'interface entre le membre et l'organisme et en général, nous on connaît aussi un petit peu mieux le dossier, on arrive à faire comprendre aux gens. On les aide aussi avec la langue, parce que tout le monde ne parle pas allemand, comme la plupart des organismes sont allemands. Et oui, comme ça, on règle. Normalement, le problème est réglé directement, en fait, quand on voit la personne. Pour en savoir plus sur le droit du travail franco-allemand, la MOSA organise une journée dédiée le 18 octobre prochain dans ses locaux, en présence de la Chambre du travail de la Sarre. Depuis sa création en 2015, la MOSA continue également à accueillir le public toute l'année pour offrir à des milliers de frontaliers un service de proximité et adapté à leurs besoins. Dans un instant, je cède ma place à la jeunesse dans notre nouvelle émission Parole de jeunes, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, les nuages seront nombreux demain matin. Le soleil arrivera toutefois à faire quelques apparitions. L'après-midi, quelques averses seront possibles. Côté température, il fera 9 degrés le matin, les maximales atteindront les 19 degrés. Demain, nous serons le samedi 24 septembre, ce sera la Saint-Thècle. Passez un bon week-end sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. À l'occasion du 60e anniversaire du cessez-le-feu, découvrez la guerre d'Algérie dans une exposition à travers photos, uniformes d'époque et documents historiques. Rendez-vous à l'espace Cassin du 24 septembre au 2 octobre. Entrée libre. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-lès-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Envie de vacances au cœur de la nature? Bientôt au camping d'Aspelshit. Venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants imaginés par Our Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91. Le 23 septembre, venez assister au concert de Zizal dans la salle des fêtes de Montbronne. Klezmer, jazz et musique classique se mélangent à la créativité et aux improvisations des musiciens. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger ? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto ? Et la musique alors ?
Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. Désormais, chaque mois, dans Paroles de Jeunes, Mosaïque Cristal offre à la jeunesse un lieu de discussion. Ce mois-ci, les thématiques abordées sont le harcèlement scolaire, le monde de l'influence et les placements de produits, ainsi que le réchauffement climatique. Et c'est Marie-Morgane qui mène le débat. Je vous laisse en compagnie de la jeunesse et je vous donne rendez-vous lundi dès midi pour un nouveau JT et plus de sport avec David Aurès. Très bon week-end à tous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. C'était important pour nous de créer un espace pour que la jeunesse puisse s'exprimer librement sur différentes thématiques. Alors nous nous retrouverons chaque mois avec 4 jeunes pour parler de sujets de société mais aussi d'actualité. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Florence, Ethan, Maxence et Ilan. Bonjour à tous les 4. Alors vous êtes tous les 4 lycéens à Sarreguemines et je suis très contente de participer avec vous à ce tout premier numéro de Paroles de Jeunes. Alors nous sommes tous installés au sein de la médiathèque communautaire de Sarreguemines que je remercie d'ailleurs pour leur accueil. Alors je vous le disais, chaque mois nous allons aborder plusieurs thématiques et pour moi il était important de commencer par un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui peut malheureusement tous vous concerner de près ou de loin, c'est le harcèlement scolaire. Alors déjà, je voulais savoir, est-ce que vous, dans vos établissements scolaires, est-ce que vous avez déjà été, que ce soit victime ou témoin de harcèlement scolaire ? Je m'adresse déjà à toi, Ethan. Alors oui, en primaire, j'étais victime d'harcèlement par rapport à mon poids notamment. À l'époque, j'avais beaucoup plus de poids et donc ça se basait à partir d'harcèlement verbal notamment. C'est-à-dire que j'allais en cours, on me traitait de grosse, de tous les termes injurieux. Et donc je sortais de cours, c'était encore oui, tu manges trop, mange de la salade, va te faire une opération. Et bon, du coup, moi, au début, ça me heurtait pas parce que je me disais bon, ok, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, à l'époque, j'étais quand même assez fort d'esprit, si je peux le dire. Donc ça me faisait pas plus de mal que ça. Mais à force d'entendre tous les jours, de me dire bah oui, il faut que je perde du poids, donc ça commençait à vraiment me faire du mal. Donc à la maison, je rentrais, ma mère me faisait à manger, je mangeais la moitié de mon assiette. Ensuite, ça allait dans les toilettes pour me faire vomir et des choses comme ça. Et parce qu'à l'arrivée au collège, je trouvais les gens beaucoup plus matures, donc ça s'est vite arrêté. Et puis j'ai recommencé à prendre confiance en moi. Je pense pas que ça m'a non plus détruit. Je pense que ça m'a donné plus de confiance en moi de me dire, bah en fait, je mange comme je veux. Mon poids, c'est mon problème. Je vois pas en quoi ça concerne les autres, en fait. Et au final, donc, c'est quelque chose qui a commencé d'ailleurs très tôt, tu l'as dit, au primaire. Donc ça a eu un impact dans ta scolarité, mais au-delà même, donc dans ta vie personnelle et familiale, c'est ça ? C'est ça. Parce que je trouve qu'en primaire, en fait, on n'est pas assez éduqués là-dessus. Nos parents certains parents n'éduquent pas assez les autres sur le fait qu'on n'est pas tous pareils. Il y en a qui ont un peu plus de peau que d'autres, une couleur de peau différente. Je trouve qu'on n'est pas assez informés là-dessus. Et du coup, c'est vrai que quand on est jeune, on n'est plus apte à critiquer n'importe qui. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va faire après par la suite. Il y a une certaine cruauté de la part des enfants à cet âge-là, je trouve. Ouais. Et toi, de ton côté, tu as été témoin aussi de harcèlement scolaire. Est-ce que tu peux peut-être m'en parler ? Alors pas dans mon établissement scolaire actuel, mais au collège notamment, où j'étais dans un collège, je trouve, très fermé d'esprit, dans le sens où il fallait s'habiller de telle ou telle manière, il fallait rentrer dans une case ou une autre, et ce qui n'est pas du tout mon cas. Et pour moi, ça a été un peu compliqué, mais je pense que surtout, j'ai fait face à plein de situations, mais pas seulement entre élèves, en fait, c'était aussi entre adultes et élèves scolarisés là-bas. D'accord. Et il n'y avait rien qui était mis en place, les conseillers d'éducation n'étaient pas à l'écoute, et il y a beaucoup de choses qui auraient pu... Ouais. Tu ne te sentais pas assez soutenue finalement ? Oui, c'est ça, oui. Et de votre côté, donc toi peut-être Ilan ? Oui, moi j'ai été témoin de quelqu'un dans ma classe qui était tout simplement différent des autres, pas forcément physiquement, mais peut-être mentalement. Moi je le soutenais, mais lui je le laissais tranquille. Mais je le voyais souvent se faire insulter par sa différence, ou bien se faire frapper.
qui fait de la peine. J'essaie quand même de séparer ces gens-là parce que du moins que je peux, je ne vais pas plus loin. J'aurais dû peut-être aller plus loin, aller prévenir, ce que je n'ai pas fait. Mais c'est vrai que ça m'a choqué et que c'est important de le résoudre. Et de ton côté, Florence, tu as aussi été témoin de harcèlement scolaire ? Ouais, j'ai été témoin en primaire, mais on était encore trop petits pour mettre des mots dessus et faire quelque chose. Au collège, il y en a eu aussi. Et oui, j'ai été témoin, j'ai aidé, je suis allée voir certains professeurs. Avec des amis, on est allé en voir. Et au lycée, j'ai aussi été témoin d'harcèlement de la part d'un terminal. Donc à savoir j'étais témoin d'une personne en seconde. Et on est allé voir les CPE. Les CPE ont mis du temps à résoudre cela. Et au moment où la personne a été convoquée à l'infirmerie parce qu'elle se faisait harceler, l'élève en question qui harcelait n'était plus présent dans l'établissement. Donc il n'a jamais pu être puni pour ce qu'il a fait, étant donné que c'est arrivé en fin d'année. Et voilà. Et donc vous disiez, vous avez tous dit un petit peu que c'était un peu compliqué d'en parler aux autres, aux équipes pédagogiques, etc. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place justement dans vos établissements scolaires pour contrer le harcèlement justement ? Moi, ça fait déjà longtemps que je réfléchis à ces choses-là et en fait, j'ai même déjà voulu intervenir dans certains collèges. Je trouve qu'au collège, c'est déjà plus compliqué de parler de certaines choses parce qu'il y a une différence d'âge qui amène à une différence de maturité qui est plus grande qu'au lycée, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter les mêmes choses à un élève en 6e qu'un élève en 3e. Mais je trouve qu'on commence quand même à rentrer dans un âge au collège où il y a des préventions qui pourraient un peu plus rentrer dans le tas. Je pense qu'il pourrait faire intervenir des personnes. C'est des trucs... En fait, il y a beaucoup... Par exemple, dans un établissement scolaire, on trouve beaucoup d'affiches ou de dessins et de pancartes. Mais en fait, en réalité, je trouve que c'est pas suffisant. Et qu'il devrait y avoir plus de prévention déjà. Parce que le fait de rentrer dans le tas et de parler des choses clairement, je pense que ça peut déjà faire réfléchir certaines personnes et amener certaines personnes à aller parler si jamais ils en sont victimes. Et plus d'écoute de la part des conseillers d'orientation. Plus de prise au sérieux de ces cas, en fait, même si c'est des cas qui peuvent paraître pas graves ou quoi, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux et que l'élève se sente écouté parce que ça peut le suivre très longtemps après s'il n'y a pas d'écoute à ce moment-là. Vous êtes d'accord avec ce que Maxence a dit ? Peut-être que quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Je suis totalement d'accord dans le sens où c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affiches, beaucoup de trucs comme ça, parfois on a des interventions aussi sur le non-harcèlement, ce que je trouve super. Mais c'est vrai qu'en général, si on n'en parle pas, c'est parce qu'on a peur des représailles. On a peur de se faire frapper derrière, on a peur d'après avoir une mauvaise réputation ou je ne sais quoi. Et donc moi je pense qu'on pourrait mettre en place peut-être des choses plus sur les réseaux sociaux, parce qu'on est très sur les réseaux sociaux, collège, lycée comme ça, ou peut-être même mettre un code secret en place, où si par exemple on va chez quelqu'un et qu'on lui dit ce mot en spécifique, ça veut dire qu'on est en danger ou quelque chose comme ça. Après c'est vrai que c'est compliqué quand même de pouvoir intervenir dans des situations où les gens ne veulent pas en parler. Il faudrait peut-être donner plus courage aux victimes d'en parler qu'autre chose, je pense. J'ai réalisé l'an dernier dans un groupe d'enfants de 7 à 9 ans, un sondage pour savoir qui c'est qui avait déjà entendu parler du harcèlement, sachant que la plupart du coup étaient en école primaire. Sur les 15 personnes, j'en ai eu 13 qui savaient. Et qui savaient me dire ce que c'était, qui en avaient déjà potentiellement vécu ou étaient témoins. Mais il y a beaucoup de chiffres, ce qu'on a vu en formation à Metz, beaucoup de chiffres montrent que les élèves de primaire et de collège ne vont pas forcément le dire, on ne savent pas du tout ce que c'est. Nous, on a de la chance, je trouve que dans nos collèges, on est assez... on n'est pas une région, genre par exemple, prenons la région parisienne.
je pense que c'est un peu plus compliqué, ou même Bérennes-les-Forbach avec la cité ou Forbach. Je pense que c'est déjà un peu plus compliqué que nous dans nos lycées, lycées et collèges à Sarreguemines par exemple. Je pense qu'on est plus informés que certains lycées et collèges, donc on a plus de chance. Il y a plus d'infrastructures et de trucs disponibles. Et il y a même dans certains lycées entre guillemets, des collectifs qui se sont créés pour aider les jeunes. Peut-être que tu peux en parler, Florence. Ouais, exactement. Par exemple, je ne sais pas si tu as ça au nominé, Ilan, ou pas, l'association, l'organisation Non Harcèlement. Non, ça ne me dit rien. Alors par exemple, nous, je sais qu'au Pange, maintenant, ça va faire sur 4 ans. Après, il se peut que ça soit plus longtemps. Mais on a fait l'année dernière une formation pour 3 personnes. Et on est là pour écouter les personnes qui seraient victimes de harcèlement ou pas que. C'est vrai que dans le nom NAH, il y a marqué non-harcèlement. Mais on est disponible du coup pour du harcèlement ou pour tout autre problème. Et on est 3 personnes formées et cette année on a fait un recrutement. Nous sommes 12 ambassadeurs contre le harcèlement. Donc pour ceux qui sont scolarisés au Jean de Pange, on est en salle à côté du foyer, là où il y a tout plein d'affiches, voilà. Et du coup on a suivi une formation et puis on est apte à aider et après on va en parler au CPE. Mais je pense que c'est plus simple de passer par nous, étant donné qu'on a le même âge ou quoi. Et les personnes qui ne souhaitent pas venir nous voir parce qu'ils ont peur de rentrer dans cette salle, on est aussi disponible sur Instagram, que ça soit... là, on est ouvert aussi sur les alentours de Sarreguemines parce qu'on peut en parler au CPE qui aille voir les autres CPE. Et je trouve que normalement, c'est obligatoire. Je crois que dans quelques années, ça serait obligatoire, notamment vis-à-vis du programme phare. Ok, voilà. Mais du coup, je pense que c'est aussi plus facile, tu l'as dit, d'aller vers que des jeunes aillent vers d'autres jeunes, parce que le harcèlement, au final, c'est quelque chose qui est encore assez tabou, je trouve. Ouais. On a du mal à en parler, que ce soit aux équipes pédagogiques, aux parents. C'est quelque chose que vous avez remarqué chacun d'entre vous ? Oui, la meilleure solution, c'est d'en parler. Et j'encourage fortement aux victimes d'aller en parler. Ou aux témoins. Ça touche tout le monde, en fait. Il y a aujourd'hui, tout le monde est discriminé sur... on peut être discriminé sur n'importe quoi. Certains sont discriminés sur leur année de naissance, sur un prénom, sur n'importe quoi. Et je pense que ça touche tout le monde. Et du moins, ça devrait toucher plus de gens que ça en touche aujourd'hui. Et surtout qu'après, ça peut démarrer par exemple à l'école, mais après, il y a aussi le cyberharcèlement, donc ça peut suivre jusque chez soi finalement. On a notre smartphone, etc. Donc qu'est-ce que vous pensez, quelles seraient les solutions justement pour éviter ça, pour sensibiliser Déjà, personnellement, ayant déjà eu des menaces ou des insultes là, c'était sur Discord notamment. Je conseille de prendre des captures d'écran parce que c'est quelque chose qui est important, parce que si on est scolarisé et qu'on va en parler au CPE, sans preuve, on n'aura rien. Si on n'est pas scolarisé et qu'on va en parler aux policiers ou aux gendarmes, ou à nos parents, sans preuve. Donc prenez des captures d'écran, vraiment prendre des captures d'écran, c'est super important. Et le maximum de preuves, si vos amis ont aussi eu des menaces ou quoi, prenez aussi des captures d'écran et puis voilà. Après, la meilleure solution, c'est toujours de bloquer la personne. Comme dit, sur Internet, on a la possibilité de bloquer les personnes en gardant la conversation. Oui, en gardant la conversation, bien sûr, mais on a toujours la possibilité de bloquer quelqu'un si vraiment il y a un problème. Après, il y a toujours le problème des comptes fake aussi, des personnes qui se recréent un compte pour revenir nous parler, mais là, ça devient vraiment harcèlement, très gros harcèlement, quoi. Plus, quoi, vraiment. Mais je pense que le plus important, et ça a déjà été dit, c'est surtout d'en parler, que ça soit à un proche ou que ça soit dans sa famille ou dans l'établissement scolaire. Et si vous regardez cette émission et que vous êtes victime de harcèlement scolaire ou que vous en êtes témoin, vous pouvez contacter par téléphone le 3020 ou télécharger l'application 3018 sur votre smartphone. Elle a été lancée en soutien, avec le soutien du gouvernement pour signaler toute situation de harcèlement et pour assurer une prise en charge des victimes. Donc voilà, n'hésitez vraiment surtout pas, c'est très important.
Je vous propose maintenant de passer à une autre thématique. Alors, dans l'actualité nationale, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps des escroqueries des influenceurs. Alors, notamment cet été avec le clash qui a impliqué notamment le rappeur Booba. En plus de cela, il y a eu un documentaire récemment sur Complément d'enquête, sur France 2, Complément d'enquête sur cette thématique. Alors, vous êtes dans la tranche d'âge, le cœur de cible de la plupart des influenceurs. Donc ma première question, c'est déjà, est-ce que vous en suivez sur les réseaux sociaux? Et j'entends par influenceur que ça soit qu'ils soient issus de télé-réalité ou non, ça peut être des créateurs de contenu également. Oui, pour ma part, oui, j'en suis. Je suis peu, voire même pas du tout les influenceurs sortis de télé-réalité. Mais je suis énormément sur Twitch et YouTube. Donc beaucoup de créateurs de contenu, de gamers et je suis beaucoup de youtubeurs notamment avec des gros projets comme Squeezie, McFly et Carlito, Amixem et ces gens-là qui organisent de gros projets. Et par rapport à la problématique, les placements de produits, les placements de produits, oui. Je trouve que les placements de produits qu'un créateur de contenu propose en contraste à un placement de produit fait par un influenceur ou une influenceuse sur des stories Instagram, Snapchat, quelqu'un qui sort d'une télé-réalité, c'est pas du tout le même style de placement de produit. Déjà parce que les placements de produits qui sont faits par des créateurs de contenu, c'est pour pouvoir créer du contenu. Tandis que l'autre, c'est à but pour gagner de l'argent. Et puis bon, ça après, voilà. Mais le problème là-dedans, c'est que c'est souvent de la publicité mensongère et qui peut avoir un impact grave sur un public non averti ou un public qui n'a pas assez de recul ou qui est parfois même trop jeune. Et il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à tout ça. Ben, on va en revenir justement à tout ce qui est placement de produits, etc. Je voulais savoir de votre côté, est-ce que vous en suivez aussi des influenceurs, créateurs de contenu? Moi, oui, notamment sur TikTok, que ce soit aussi YouTube. Après, par rapport au placement de produits, je sais qu'il y a peu de temps, j'ai vu sur Snapchat une personne issue de la télé-réalité qui avait fait un placement de produit pour des pilules amincissantes. Et avec le recul, je me dis qu'à l'époque, si j'avais vu ça, justement par rapport à l'histoire d'avant, je pense que j'aurais sauté sur l'occasion sans me renseigner, en fait, sans me dire que ça peut être quelque chose de super dangereux, que c'est pas j'ai perdu 10 kilos en 2 semaines. Non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment, il faut avoir un régime alimentaire avec, faut bien se renseigner, en fait. Et c'est vrai que quand on nous vend du rêve comme ça, c'est pas idéal parce qu'on n'est pas renseigné sur la chose. Ça peut être dangereux, notamment, je pense, pour les plus jeunes qui se rendent pas compte encore forcément de tout ça, du coup. Surtout qu'il y a une limite d'âge en général sur tout ce qui est pilule amincissante. Mais là, les personnes de la télé-réalité, en général, ils nous les vendent comme ça. Ils nous précisent pas des choses dont on aurait besoin de savoir, en fait. De ton côté, Ilan, tu suis un petit peu? Oui, j'en suis. Je suis aussi beaucoup de créateurs de contenu comme Maxence, donc Twitch, YouTube, aussi TikTok. Mais pas de personnes de la télé-réalité car c'est souvent mensongère. On en parle beaucoup du dropshipping, des choses qui sont vraiment pas chères alors qu'ils nous les vendent à prix d'or. Et on en retrouve beaucoup, énormément. Donc j'évite ce genre de créateurs de contenu car ils ne veulent que de l'argent, comme Maxence l'a dit, alors que les créateurs de contenu qu'on retrouve sur YouTube ou bien Twitch, ils réinvestissent cet argent dans leurs projets, dans leurs grands projets. De ton côté, Florence? Moi, j'en suis aussi sur Insta. Ça va être plus des youtubeurs ou des musiciens, mais pas de personnes de la télé-réalité ou autre. Moi, j'avais un exemple qui venait du coup par rapport au placement de produits. Il y a certains placements de produits qui rentrent dans le cadre, par exemple, je vais citer une chaîne qui est de Metz, Mamie Twink, qui va faire des placements de produits sur des histoires de guerre, des tableaux de guerre, des jeux de guerre. Ça rentre dans leur ligne éditoriale. Dans leur ligne, voilà. Tandis que je vais prendre un autre influenceur c'est pas moi qui suis, c'est ma maman qui suit, Cyril Schreiner, qui fait des placements de produits à tout va, toutes les 2 stories, et qui sont souvent assez mensongères, comme ce que disait Ethan. Et là, je vois moins le côté pédagogique, parce que chez Mamie Twink, ça les fait gagner de l'argent et ça instruit les gens. Là, Cyril Schreiner, je vois pas vraiment
Et d'autres influenceurs le font aussi. Voilà, c'est les exemples qui me viennent maintenant. En tout cas, je trouve que vous arrivez tous à faire la différence, en tout cas entre entre guillemets les bons placements de produits et les arnaques. Vous pensez que, je sais pas, en étant plus jeune, il y a 4-5 ans, vous auriez su faire la différence, ou vous auriez été tenté, tu le disais, Ethan, avec les pilules amincissantes, mais peut-être avec certains produits, j'ai un code promo, je vais en profiter. Oui, j'en connais beaucoup encore. Par exemple, il y a eu une petite mode avec des poulpis. C'est des petites poulpes qui coûtaient soi-disant 10 € sur Amazon ou bien sur d'autres sites pour des petites peluches, alors que sur d'autres sites, on en retrouvait à 50 centimes ou vraiment pas cher. Et j'en connais encore qui en achètent pour 10 €, voire 15, alors que c'est vraiment pas cher et j'essaye de leur avertir. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais acheté un soi-disant énorme poulpi qui était aussi vers 10-15 €. J'ai reçu un poulpi qui avait cette taille, tout petit, alors qu'il devait avoir la taille là, dans ma tête. Ah oui. Un peu déçu, j'imagine. Ah oui, très clairement. Il y a beaucoup de mensonges et puis au-delà des arnaques, en fait, il y a un impact, je trouve, sur, par exemple, récemment, il y a eu beaucoup de polémiques avec Maëva Guénam qui voulait vendre des pilules de raffermissement vaginal. Et je trouve que c'est grave, en fait, de montrer ça. C'est des choses qui ne sont pas vraies et en fait ça donne à certaines personnes qui n'ont pas assez de recul ou qui n'ont pas forcément eu d'éducation vis-à-vis de ça, une éducation sur la vie qui n'est pas la réalité en fait. Et je pense que ça complexe beaucoup de personnes et puis par rapport aux pilules pour maigrir, etc., c'est le même problème. On retrouve souvent des témoignages de jeunes filles ou jeunes garçons très jeunes qui tombent dans des troubles alimentaires, des choses comme ça, des troubles de la façon dont ils se voient, de la dysmorphie et tout ça, par rapport à ces paroles-là, en fait, aux gens qui suivent. Je trouve que c'est un impact et que c'est quelque chose, il faudrait faire quelque chose, même si c'est très compliqué, non seulement de réguler qui voit quoi sur les réseaux sociaux et ce qui est posté, mais je trouve ça grave, en fait, il y a de gros impacts au-delà des arnaques sur les sites. Et au-delà de tout ça, influenceur, c'est un peu un métier en ce moment qui fait rêver parce qu'ils nous montrent sur les réseaux sociaux qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils font des voyages, ils ont une vie de rêve. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous attirer justement d'être payé à faire des placements de produits? Parce qu'on peut se dire, c'est facile, je reçois des produits gratuitement, je les mets en avant, etc. Donc forcément, il y a des jeunes qui sont intéressés par ça et ça peut tout à fait se comprendre. Est-ce que ça pourrait être votre cas? Moi, oui, clairement, j'en ai rêvé pendant un petit moment d'être un grand youtubeur. Et moi, ça me plaisait, j'en faisais des vidéos sur n'importe quoi, j'essayais de trouver des sujets. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très facile de faire juste des placements de produits, poster des vidéos. Et moi, ça me semblait bien comme métier, même si c'était pas considéré vraiment comme un métier, ça me semblait facile, donc je voulais faire et en plus on gagnait plein d'argent. Mais j'ai pensé après aux effets négatifs de ce métier parce que la notoriété, les jugements qui m'affectent beaucoup. Et donc j'ai décidé à renier un peu ce rêve, même si j'aime bien me faire remarquer, mais moins. C'est vrai que on pense toujours que être youtubeur, c'est gagner de l'argent facilement, mais en fait on connaît que la vie de la personne à 1%. Enfin, on voit que ce qu'il y a derrière notre écran. En fait, on ne sait pas que c'est beaucoup de travail derrière. Et puis même, je pense que si on a envie de devenir créateur de contenu, c'est surtout par passion et pas par oui, je vais gagner de l'argent, trop bien, c'est trop facile. Non, c'est pas si facile que ça, je pense. C'est pour ça que moi, ça m'a jamais vraiment attiré de me dire oui, je vais m'inscrire, je vais devenir le plus grand youtubeur de France. Non, ça m'a jamais vraiment attiré. D'être influenceur dans le sens où on est payé à faire que des placements de produits, un truc qui m'a jamais attiré, mais d'être créateur de contenu et notamment musical, c'est un truc auquel j'ai souvent réfléchi et où je me lance même tout doucement. Donc d'être créateur de contenu, oui, mais pas influenceur à être payé à faire des placements de produits. Oui. Et de ton côté, Florence, c'est un peu le même avis? Pareil que Maxence, être créateur de contenu par rapport à la photographie ou la vidéo, oui. Que maintenant, je sais pas,
que des marques de photographie ou quoi m'envoient du matériel que je dois tester ou quoi, je dirais pas non. Oui, parce que c'est ton truc, c'est ton domaine. Voilà, c'est mon domaine et que je pense que je suis plus adepte à donner mon point de vue. Enfin, pas à l'instant T, mais plus tard, je serais peut-être plus adepte à donner mon point de vue que certains influenceurs. Et je m'y lance par rapport à ma page Instagram et... Non, mais pas comme certains influenceurs. J'ai toujours été très admiratif des créateurs de contenu qui justement donnent espoir aux jeunes. Là, je pense notamment à Edouard Jeanne sur TikTok et Matt sur TikTok qui sont 2 personnes transgenres et qui en fait nous font rêver, nous donnent espoir, nous donnent le courage de continuer dans cette lancée. En tout cas, j'espère, en tout cas pour ceux qui veulent devenir créateurs de contenu, d'y arriver et d'arriver à vos objectifs, etc. Donc, merci pour vos réponses sur cette thématique. Merci pour votre honnêteté aussi. Je vous propose qu'on passe au sujet suivant. On va s'intéresser à un sujet qui touche l'international. L'une des problématiques actuelles, c'est le réchauffement climatique et tout ce que ça engendre. Alors déjà, je voulais savoir, est-ce que vous suivez les actualités qui sont liées au climat ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible ? Je devrais les suivre parce que je suis en spécialité histoire géopo au lycée et c'est quelque chose que les actualités, on nous le demande. Mais je le fais pas et j'ai tort. Mais ouais, certaines informations importantes, je les ai ou des fois je les ai après tout le monde. Mais c'est un truc qu'on devrait faire et que je pense m'y mettre. Du coup, merci. Au moins, tu es honnête, c'est très bien. De ton côté, Ethan ? Je ne suis pas régulièrement les infos. Après, c'est vrai que je suis aussi en histoire géopolitique au lycée et que je devrais donc le faire aussi, mais j'avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, c'est quelque chose que je suis beaucoup. Notamment chez moi, à la maison, on a mis en place beaucoup de choses avec ma maman. Des choses simples comme faire un jardin, un compost. Après, je pense que c'est un sujet qui devrait en fait intéresser tout le monde, peu importe l'âge, l'ethnicité, peu importe qui on est. C'est un sujet qui devrait intéresser tout le monde parce que malgré ce qu'il est dit, pour moi, il n'est pas trop tard pour éviter certains dégâts et du moins minimiser les dégâts. Donc je pense que c'est important d'en parler. Et ton côté, Ilan ? Moi, on en parle en classe, donc on en parle beaucoup. Donc et on travaille sur le sujet, on fait des exposés sur l'écologie, sur n'importe quel sujet. On est assez pour faire des groupes avec un sujet différent. Par exemple, le mien, c'est reboiser et jardiner et privilégier les circuits courts, qui n'est pas forcément ma passion, mais c'est intéressant. J'en regarde aussi des informations chez moi, même si ce n'est pas ma passion. Mais c'est vrai que c'est important de s'informer sur ce qui se passe aujourd'hui et de faire au mieux, de trier, de moins consommer. Et c'est le mieux à faire pour garder le monde qu'on a aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez que les jeunes sont justement suffisamment sensibilisés à cette cause ? Est-ce que c'est un sujet, par exemple, dont vous parlez entre vous, entre amis, au lycée, par exemple ? Je sais que entre amis, c'est pas... J'ai tendance à engueuler une amie qui, en fumant, jette ses mégots par terre. Donc je lui dis de ramasser quand même parce que c'est pas bon pour la planète. Après, je sais que dans les programmes scolaires, on en parle. Je prends notamment l'exemple de mon frère qui est en 6e. Il a dessiné une poubelle sur sa page de garde d'SVT parce qu'ils vont en parler et qu'en EMC, il me semble qu'ils vont faire un truc aussi. Et au lycée, on a un truc d'éco-délégué en partenariat avec le CVL où on aura potentiellement dans l'année des projets à mener. Mais je crois qu'on n'en avait pas mené. Enfin, l'année dernière, il y en avait qui étaient... en idée mais qui n'ont pas pu germer, notamment tout ce qui était ramasser les mégots de cigarettes au lycée, au parc. Cette année. Il faut qu'on le mette en œuvre, ça serait cool. Mais c'est quelque chose que ouais, on devrait en parler plus, même entre nous, mais c'est pas partie de nos sujets de conversation H24. Mais au moins, vous dites il faudrait quand même en parler plus. Moi, j'ai fait un petit sondage parmi les élèves de mon lycée. J'ai donc demandé qui s'intéressait aux actualités climatiques. Et sur 50 réponses, j'ai eu 35 oui et
15 ou 16, non, à peu D'accord. près. Et ça touche pas mal de personnes, mais je pense que c'est jamais assez. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour peut-être plus concerner justement les jeunes? Est-ce que ça passerait par plus d'ateliers en cours ou quelles seraient vos idées? Apprendre plus à trier. Parce qu'au lycée, on a des affiches, mais sans le mentir, personne ne le fait. Ne serait-ce qu'à la cantine. Moi, je vois les serviettes, on a des serviettes biodégradables, donc on est censé laisser dans notre assiette. Personne ne le fait. Pourtant, c'est pas de la faute des intendants. Oui, c'est clair. Sans citer de nom, je connais le monsieur qui gère ça. Il passe, quand il est à la cantine, il passe et il le dit à tout le monde. On pourrait le dire élu du CVL, ça Maxence, ça serait un petit peu notre rôle à nous aussi. Mais ouais, faire des ateliers à mettre en place et apprendre à trier, même chez nous personnellement. Hein. C'est vrai que chez moi, depuis que la casque a remis en route les bennes oranges, je sais plus le trier, je me perds là-dedans. Ça change tout le temps. Et je pense que ça serait peut-être bien de la part même de la casque de faire un atelier où ils invitent les gens de la commune et on apprend à trier parce que au bout d'un moment c'est plus possible, quoi. Plus personne ne sait. Et choquer les gens surtout. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, avec des images chocs qui peuvent... je te laisse, si tu voulais en parler. J'ai relevé par rapport à ça une citation qui m'avait beaucoup plu, que Jacques Chirac a dit en 2002, en Afrique, si je ne me trompe pas. Il a dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et je trouve que c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on en parle, mais pas trop, parce qu'on parle d'autres trucs quand même. Donc je pense qu'il faut choquer en fait, que les gens ne s'inquiètent pas assez et ne se rendent pas assez compte de l'ampleur que c'est en train de prendre et que il est déjà bien tard pour agir, mais je pense qu'on peut quand même limiter les dégâts et qu'il faut essayer de choquer n'importe quel âge en fait. J'aurais pas vraiment de pitié là-dessus. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'aussi on pourrait mettre peut-être en place des concours. Genre celui qui ramasse le plus de déchets en 1 heure à gagner, quelque chose comme ça. Pour impliquer un peu plus les gens, Oui, plus les jeunes surtout. Ouais, avec une bouteille, non? Oui, avec une bouteille de mégo. Une bouteille en plastique où ils allaient sur les plages. Ouais, ceux qui ont la bouteille la plus remplie. Voilà, c'est ça. Les mégots. Oui, ils ont fait les mégots, ils ont ramassé des mégots et la tour. Chaque année, la tour, si la tour est de plus en plus basse, il y a un truc comme ça qu'ils ont fait à Lille, je sais plus quand. Mais nous, ce que ma meilleure amie avait dans les cartons l'année dernière, c'était d'organiser avec les gens du lycée le nettoyage des mégots au parc et de se faire offrir à celui qui ramasse le plus de mégots des cadeaux venant de, je sais pas, des commerces de Sarreguemines, justement. C'est vrai que c'est une bonne idée. Hein. Voilà. Donc plutôt des actions concrètes en fait pour impliquer les gens. C'est ça. Surtout les jeunes. Ouais. Au lieu d'en parler, il faut faire. Oui, et c'est le plus important. Et est-ce que vous ne trouvez pas parfois que, surtout en ce moment, que les jeunes sont peut-être un peu plus impliqués que les personnes vraiment plus âgées par rapport à l'écologie, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que les personnes âgées, sans vouloir dénigrer ces personnes, je trouve que c'est les personnes qui aujourd'hui vont beaucoup râler après la jeunesse, mais qui en réalité, quand on regarde, c'est un peu eux qui ont foutu tout ce bordel un peu. Et que je pense que ça les touche moins, même si je sais qu'en tout cas, par exemple, moi, dans mon entourage, les personnes âgées sont très inquiètes par rapport à notre futur. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Je sais pas. Je pourrais pas répondre généralement. Je pense qu'en théorie, on devrait être plus impliqués parce que justement, c'est nous l'avenir de demain, comme disent les personnes âgées notamment. Mais c'est vrai qu'en pratique, on n'est pas très très réactif. Et moi-même, je peux le dire, mais c'est vrai que je suis pas très très réactif par rapport à tout ce qui est déchets et tout ça. Et au tri, je fais pas vraiment attention. Vous en pensez quoi? Je suis d'accord avec les deux, je n'ai rien à redire là-dessus. C'est vrai que les personnes âgées ont été surtout la cause, parce que ça vient pas de nous. On vient là pour aider, mais c'est difficile pour nous parce qu'on est venu tard. Je pense que nos grands-parents, ils sont moins
apte à faire quelque chose et pas à s'informer et à s'inquiéter, oui, mais apte à faire quelque chose, je ne pense plus. Mais nos parents, je pense que s'il y avait des actions concrètes, j'en ai déjà fait avec mes parents. On est parti nettoyer la ville de Sarral 2 reprises maintenant. Ça ne les a pas dérangés, mais je pense que si je disais... Enfin, mes grands-mères le feraient encore, mais je ne pense pas que c'est le cas de tout le monde. Et ouais, ça devrait être logique que les jeunes s'informent et le fassent. J'avais vu notamment en anglais, avec les... c'était quoi ? C'était un dessin, une caricature où on voyait des grandes industries qui polluaient et 2 jeunes qui arrivaient là qui disent voilà, ça c'est la génération d'avant qui a voulu faire beaucoup de sous et se remplir les poches, mais actuellement on laisse un monde... Ah oui, c'était le waste food, non ? On avait vu nous aussi l'année dernière un reportage qu'on est allé voir au cinéma sur les animaux et tout, oui. Et c'est vrai que ça m'avait marqué parce qu'il y avait beaucoup d'images très choquantes, j'ai trouvé, où on nous montrait l'esclavagisme, l'élevage intensif, les lapins, les déchets, l'impact en fait, tout l'impact sur la nature et tout ça. C'était un super reportage dont je me souviens plus le nom, mais ça par exemple, je trouve que c'est des trucs vachement bien à faire dans les lycées. Collège c'est peut-être un peu trash, mais pour les lycées je trouve que c'est vraiment bien et qu'ils devraient organiser ça tous les ans en fait. Nous c'était les classes de seconde que si je me souviens les éco-délégués et le CVL du coup du Jean de Pange. Mais beaucoup de personnes de la salle sur la semaine quand on allait récupérer les informations, c'était hard. Hein. Il y en a ils n'ont pas dormi parce que la scène des lapins, elle était horrible. Au moins ça les a marqués. Il y a eu un sondage, je pense qu'il y aurait moyen d'avoir les résultats encore des sondages, mais beaucoup ont dit qu'ils allaient faire quelque chose. J'ai jamais rien vu de ces gens qui avaient dit qu'ils allaient faire quelque chose, mais faut aller rechercher ces gens-là. En tout cas, merci beaucoup encore une fois à tous les 4 pour ces échanges. C'était vraiment très intéressant parce que je le rappelle, on tenait à vous donner la parole aux jeunes pour que vous puissiez vraiment vous exprimer librement, que vous ayez un lieu pour dire un petit peu vos pensées. Alors j'espère que ça vous a plu aussi à vous d'y participer. En tout cas, si vous êtes âgé entre 14 et 21 ans et que vous souhaitez participer vous aussi à cette émission Parole de jeunes, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. Ce sera un réel plaisir pour moi de vous accueillir sur ce plateau. Et je tenais encore une fois aussi à remercier la médiathèque communautaire de Sarreguemines et la communauté d'agglomération de nous avoir permis de réaliser cette émission dans ce lieu à la médiathèque. Passez une très belle journée et à bientôt.